Encore que ça joue, parce que je suis né dans un camp de nomades Ah oui? euh, après la guerre. Vous savez, je suis né à Rennes, mais beaucoup de maisons avaient été cassées Dans les par bombardements? l'aviation, les bombardements, tout ça. Voilà, donc mes parents avaient trouvé une place dans un camp de nomades. On n'était pas riches, quoi. Mais bon, je dis ça parce que ça, c'est quand même des bons souvenirs pour moi. C'est-à-dire que les mômes qui étaient dans ce camp, on était relativement libres, mais sous surveillance des adultes, vous voyez? D'accord. Et qu'on faisait à peu près ce qui nous plaisait, on faisait les 400 coups, mais tous les adultes du camp surveillaient les mômes. Si vous faisiez le con, par exemple, à l'autre bout du camp, bah, vous preniez une avoinée par le père ou la mère d'un copain, Ah vous oui, voyez? d'accord. Et puis si vous venez vous plaindre aux parents, bah, vous en preniez une deuxième. Vous voyez, un peu le système éducatif communautaire, quoi. Ouais. Alors ça m'a appris beaucoup de choses, quoi. Ça a pris quoi? Voilà. Le fait de respecter les limites ou de pas aller parler Le s'il y fait avait... le fait d'avoir une grande liberté, mais une liberté sous surveillance des adultes. Et puis une responsabilité qui était partagée par les. Il y avait au moins 200 familles là-dedans, c'est un grand truc, hein. Mais tout le Oui, monde oui. se connaissait. Ah oui, oui, c'était familial. Ouais. C'était, voilà, on peut dire familial, tribal même. Et tous les adultes se sentaient responsables des enfants. Alors c'est ce mélange à la fois de liberté et de contrainte qui m'a appris quand même pas mal de choses sur le travail éducatif, quoi. À 15 ans, bah, vous savez, à ma génération, on restait pas longtemps chez les parents. À 15 ans, on prenait le sac à dos et on foutait le camp, on faisait le tour du monde, etc., quoi. C'était ça, quoi. Ça a changé hein, avec Et, aujourd'hui. bah, ça a un peu changé, voilà. Bon. Et puis, il y a eu, pour ma génération, un truc important, c'est mai 68. Je sais qu'il y a des gens qui crachent dessus, mais ça a été une véritable révolution. Ça a changé beaucoup de choses, quand même, hein, dans les relations entre les gens et tout. Et donc, on s'était beaucoup entraîné au lancement de pavés, vous voyez. On voulait en faire une discipline olympique, ils n'ont pas retenu le truc. Alors c'est dommage parce que alors, je pense qu'on aurait gagné des médailles d'or, on était vachement bons, hein. Bah oui, ça Enfin voilà, remontait bon, le pour temps. dire qu'il s'est passé quelque chose d'important, c'est pas que l'histoire de lancer des pavés, il y a eu dans la société quelque chose qui a changé. J'étais au Langso, aux langues orientales, je faisais du russe et du polonais. Ah, c'est bien ça. Ouais, parce que j'avais une copine et puis ma copine elle était à Paris et moi j'étais à Rennes et il fallait que je trouve des matières qu'on n'enseigne pas à Rennes, sinon à l'époque on n'avait pas le droit de s'inscrire. Alors j'ai trouvé deux matières où j'ai jamais foutu les pieds d'ailleurs. Ouais. Et on avait autre chose à faire et on faisait la révolution, quoi. C'était du boulot quand même, hein. Oui, oui, oui. Et voilà. Et alors, bah, en 68, bon, beaucoup de choses qui ont changé. Et puis en juin 68, il y a eu un retour de bâton de la droite. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais il y a eu une grande manif avec au moins plus d'un million de personnes, droite, extrême droite, qui ont dit: Eh, les petits jeunes, c'est fini la fête, maintenant, il va falloir rentrer chez vous. Et Ah ben, oui. on va ramener tout ça dans le rang, voilà. Alors je me suis dit, merde, on s'est bagarré comme des lions pour que ça change un peu, puis voilà que ça recommence exactement pareil. Et donc je me suis barré, moi je suis parti en Inde. Pendant presque un an, je suis parti. Je voulais voir autre chose parce que je trouvais qu'il y avait d'autres. Voilà, j'ai beaucoup fréquenté les monastères bouddhistes à cette époque-là. Ça m'a appris, c'est un bon apprentissage, hein. Ça m'a appris beaucoup de choses. Et puis un jour, le supérieur du monastère de Bodh Gaya m'a fait venir, il m'a dit, alors je faisais de la méditation avec, ouais, comme font les moines, quoi, hein. Oui. Et puis le mec, il m'a dit, vous allez faire le singe encore longtemps, comme ça. Oh, j'ai dit, merde, moi je suis un bon étudiant, je fais de la méditation 12 heures par jour, tout ça. Il m'a dit, mais non, ça peut pas marcher votre truc, parce que c'est pas vos racines. Alors retournez chez vous. Vous voyez, c'est quelque Oui. chose d'important, ça. Retournez chez vous, on peut pas se déraciner et aller s'enraciner dans une autre culture. Retournez chez vous. Et en partant, il m'a dit un truc marrant. Il m'a dit, mais en Occident, vous avez des grands sages bouddhistes, mais vous les connaissez même pas. Alors je lui dis, qui ça, qui ça? Il me dit, mais regardez, Lewis Carroll. Ah oui. Extraordinaire comme réponse, Oui, hein. oui. Alors je suis revenu en France, j'ai bossé pour l'éducation nationale pendant un an, mais ils voulaient me garder, moi ça l'a pas fait, je me faisais chier, quoi. C'est des usines à gaz, c'est pas intéressant, quoi. Voilà, bon, et puis c'était l'époque où démarraient, oui, les histoires de communauté, retour à la terre. On voulait pas aller bosser pour des patrons, on voulait pas aller à l'université faire les cons sur des estrades, voilà, bon. On s'est dit, ben, qu'est-ce qu'on va faire parce qu'il faut bouffer, quoi. Ça, c'est un truc incontournable, faut bouffer. Donc on s'est dit, bon, on est un peu un télo, on était toute une bande là en Bretagne. Alors, eh ben, on va aller d'abord dans le sud parce qu'il fait plus chaud. Et Oui. puis, et puis on va apprendre des métiers avant de partir.
Alors ma première femme, elle a fait l'apiculture, elle a appris les abeilles, parce que quand on a du miel, on peut faire des tas de choses. J'ai un copain, mon copain Loïc, il a fait menuisier. Bon, quand on a un menuisier, ben, on peut faire des bancs, des tables, des chaises, tout un tas de trucs. Et moi, avec un autre copain qui s'appelle Jean, j'ai été faire l'école de Rambouillet. L'école de Rambouillet, je ne sais pas si vous la connaissez, c'est la grande école de la bergerie française. Ah, On d'accord. forme, on forme les techniciens au vin, comme on dit. Hein, on s'est dit, bah voilà, si on peut élever des moutons, des chèvres, etc. Bon. Et puis on est parti avec ça. Bon, je vous passe les détails, mais finalement, on est arrivé non pas en France, mais dans le nord de l'Espagne. Ah, J'ai trouvé 500 hectares à louer, quoi, 500 hectares dans la montagne, donc c'est plutôt de la garrigue. Et puis on avait déjà des chèvres, on a amené des chèvres, tout ça, puis on s'est mis à cultiver un grand potager avec un mulet, enfin voilà, bon, le boulot de la terre pour faire des légumes, pour bouffer, quoi, tout ça. Et moi, j'avais rencontré en 68 sur les barricades, j'avais fait des belles rencontres, notamment un psychologue des Mureaux, à côté de Paris. Et le gars, il m'envoie un courrier. Alors, le courrier, on l'avait à peu près tous les 15 jours, tous les 3 semaines, hein. Quand il y avait un paysan qui montait jusque chez nous, ça s'appelait El Puig, il montait le courrier, mais bon. Alors, dans la lettre, il me disait ils bossaient dans une boîte et ils avaient deux gamins sur le dos, deux frangins. Le père était en tôle, il avait fait des casses, il n'avait pas dû faire la formation. Le mec, il s'était fait choper, quoi. Bon. Il faudrait monter des formations pour les truands parce que des fois, ils sont pas bons, quoi. oui, oui. Enfin, le gars, il en avait pour au moins 10 ans de tôle, quoi. Et puis la mère était prostituée, donc elle s'occupait pas des mômes. Il me disait, bah, écoute, si tu les prenais 2, 3 mois à la montagne, comme ça, eh ben, ça nous permettrait de nous retourner et puis on trouverait une solution intéressante. Et voilà comment ça a démarré le boulot d'éduc. Moi, je n'étais pas du tout Ah, dans la d'accord. partie. Surtout que j'avais eu affaire à des éducs quand j'étais jeune, ils m'avaient foutu en tôle, les mecs. Enfin bon, ça m'intéressait pas trop, quoi. Bon, alors du coup, bah, voilà, on a accueilli ces gamins. Puis moi, je venais d'avoir un môme aussi. Bon, on avait des mômes vachement jeunes à l'époque, hein. J'avais un petit, voilà, bon, la communauté, c'est réfléchi sur les questions de l'éducation, tout ça. Alors ces deux mômes, ça leur a fait un peu drôle quand même, parce que ils sont arrivés à 900 mètres d'altitude dans les Pyrénées espagnoles, et puis ils venaient de la banlieue parisienne, quoi. Ils étaient Ah oui, paumés. c'est pas pareil. Puis alors ces mômes, ils avaient 13 ans et 10 ans, je crois, un truc comme ça, deux frangins. Et alors ils fumaient. Ils fumaient. Alors il y a un truc qu'il faut jamais faire, moi je vous donne un conseil, hein, d'aller jamais fumer dans le foin, quoi. Parce qu'ils pensaient qu'ils allaient se faire engueuler, donc ils étaient fumés dans la meule de foin. On avait les réserves pour les chèvres, pour l'hiver, quoi. Ah, Ils ont c'est fait bien ça. cramer toute la grange. Bon, heureusement, ils n'ont pas brûlé, quoi. Enfin bon, ils ont eu chaud, quoi. Mm. Puis alors, je sais pas, ils emmerdaient notre pauvre mulet et ils l'ont rendu complètement psychotique, quoi. Ça, c'était un. Il voulait plus travailler, le mulet. Quand il voyait arriver, il allait se cacher. Alors, j'avais un copain qui était psychiatre à Barcelone. Je lui ai dit, tu veux pas le prendre quand même, il va mal, le mulet. Il le rend du fou. Il m'a dit non, dans la salle d'attente, ça va faire bizarre quand même, le mulet. Enfin bon, voilà, bon. Donc ça l'a pas fait, quoi. Voilà. Bon, je vous raconte ça parce que finalement, mon contact avec l'éducation spéciale, ça a démarré comme ça, sur les chapeaux de roue. Et puis ça a été pris dans la tourmente parce que Franco, à cette époque-là, on était dans les années 72, je crois, ben, il est mort en 75. Et la guerre d'Espagne ne s'est pas arrêtée en 36. Ah, oui. Il y a eu la guerre jusqu'à la fin du règne de Franco et même après. Et notamment, il y a des révolutionnaires. Les franquistes, ils disaient des terroristes, mais il y Les avait une rouges. bande, des rouges, ouais, les terroristes. Mais bon, en fait, c'était des gens qui continuaient la lutte, c'est tout, hein. Oui. Et, et, et donc, il y a un gars qui s'appelait Puig Antich. Ils ont fait un coup fumant, c'est qu'ils ont loué un rez-de-chaussée dans la grande avenue de Madrid. Et le Premier ministre, ça s'appelait Carrero Blanco. Et tous les matins, c'était un obsessionnel, le mec. Tu vois, un obsessionnel, c'est vrai qu'il faisait tout à la minute près. Il allait à l'église, parce que ces gens-là, ils vont à l'église, ils massacrent les autres, mais je sais pas, tu vois, ils inspirent la religion pour massacrer les gens. Enfin, voilà, c'est un drôle de truc, quand même. Et Oui. puis, il allait à son bureau, après, au ministère, mais à la minute près, il passait dans la grande avenue. Donc, les mecs, ils ont creusé sous l'avenue, ils ont mis une grosse charge de dynamite, et ils l'ont envoyé péter au 8e étage d'un immeuble. Il a gagné le prix du saut en hauteur en bagnole. Ça s'était jamais fait, tu vois. Bon.
Puis la bagnole n'était pas en bon état, quoi. C'était chiant, quoi. Bon, mais Je toujours est-il que la garde civile, l'armée, ils ont déboulé parce que nous, on était juste à la frontière, tu vois. Puis on connaissait tous les petits chemins de passage. Pour passer en France, on prenait les chemins de maquis. Donc. Ils ont déboulé chez nous et puis, comme c'est moi qui avait signé le bail, ils m'ont dit c'est toi le chef, alors 2 balles dans la peau. Moi, j'ai dit non, non, je me barre, quoi. Bon, je pense que j'ai bien fait parce que sinon, je serais pas là pour le raconter, hein. Voilà, pour dire, bon, on a été pris quand même dans cette tourmente. Pourquoi je raconte ça? On s'en fout un petit peu, mais il y a un point important, c'est que les questions cliniques, c'est-à-dire l'accueil des gamins, etc., on ne peut pas les détacher des questions politiques. C'est les mêmes questions. Ça, c'est vachement important comme truc. Et Voilà. oui. Donc, j'ai appris le boulot sur le tas. Alors après, on s'est barré avec les chèvres et tout. Bon, on a atterri, bon, il y a eu plusieurs épisodes, peut-être je les écrirai tous un jour. Voilà, en tout cas, j'ai atterri dans le Gers. Ah oui, d'accord. Dans le Gers. On a acheté une vieille ferme et avec 1 hectare de madiran, des poules, des oies, des canards, enfin voilà, tout ce qu'il y a dans une ferme. Le madiran, tu connais pas ça, le vin, le Si, si, le madiran? Madiran, j'ai mon ancien, Je mon supporte. feu grand-père, mon grand-père qui en faisait aussi. Ah, c'est bon, hein? Ah oui, oui, oui. Sur un cuisseau de chevreuil, attention, hein, Ah mais j'ai déjà goûté là-dessus, hein? c'est très bon. Mais moi j'aimais bien. Donc on avait ça. Et puis le gars des Mureaux avec qui j'étais resté en contact, ben, de fil en aiguille, il nous a envoyé d'autres gens. Et on a démarré, finalement, on a été dans les premiers de démarrer ce qu'on appelait par la suite les lieux de vie, les lieux d'accueil. Tu D'accord. vois? Oui, Enfin, aujourd'hui, c'est inscrit dans la loi 2002, mais à l'époque, oui. on était les pionniers, on inventait un truc. On a signé les premiers textes avec le préfet du Gers. On était agréé pour 9 personnes, D'accord, sans distinction de pathologie, de catégorie sociale ou d'âge même. d'accord. Le plus petit Jean-Louis avait 6 ans quand il est arrivé chez nous. C'était un môme de gitan qui avait été massacré par les parents. Et puis la plus âgée, pour donner une palette comme ça, la plus âgée, c'était Violaine. Elle avait 33 ans, elle venait de l'hôpital psychiatrique. D'accord. Voilà, donc c'était une communauté humaine, hein. Les gens restaient un bout de temps, le temps qu'ils étaient bien, puis après, bah, ils allaient faire autre chose, etc. On a fait ça, donc j'avais 2 enfants à cette époque-là, et avec ma femme et les enfants, on a fait ça pendant 6 ans. Qu'est-ce que vous avez retenu de ces 6 années? Et ben, j'ai appris le boulot, sur le tas. Mais il y a des choses. Notamment quelque chose de très important, c'est que ce que j'appelle les médiations éducatives, ben, on ne va pas se regarder dans le blanc des yeux pendant des heures avec les gens qu'on accueille. Il faut faire des trucs ensemble, quoi. Oui, oui. Bon. Et alors, je me rappelle, moi, les jeunes, ils prenaient le tracteur. Il y avait un vieux Ferguson 30. Ils prenaient le tracteur, ils allaient s'occuper de la vigne, faisaient la popote, enfin, le boulot du quotidien, quoi. Ça avait du sens. Même un jour, il y a un moment, on était emmerdés parce que les gens qui nous plaçaient les gamins, c'était alors à la fois la DAS de l'époque, il n'y avait pas encore l'ASE, hein, et puis la justice, qui nous envoyait des mômes. Mais alors pour payer ces gens-là, ils payaient un an en retard, quoi. Ah Et d'accord. nous, on n'avait pas de fric. Et un jour, il y avait toute la bande qui était là, les jeunes qui étaient là à table. Et je leur dis, ben, on est emmerdés parce qu'on n'a plus de pognon pour acheter à bouffer, tout ça. Et il y en a un qui a eu une idée, il a dit, ben, il faudrait qu'on bosse, quoi. Pas con, quoi. Donc, moi, Oui. j'ai réquisitionné les plus âgés, à partir de 15-16 ans. Et puis, il y avait une dame que je connaissais bien, qui avait une villa, euh, où est-ce que c'était? Pas à Pau, mais je sais plus, vers Dax. D'accord. Qui a dit, bah, ça tombe bien, moi, j'ai toute une villa à repeindre. Eh bien, écoutez, je vous embauche. Vous voyez, alors je crois qu'on est parti, je suis parti avec 3 jeunes, et on a été faire la villa. Enfin, je dis ça parce que c'est pas des activités occupationnelles, c'est des activités qui ont du sens. Il fallait trouver du pognon pour bouffer. Voilà, donc ce que j'ai appris, c'est ça, c'est le fait, ce qui est fondamental, c'est de faire des trucs avec les gens, faire des trucs qui ont du sens, des choses créatrices, etc. Voilà. Enfin, nous, notre boulot, c'était la ferme, donc il y avait tout un tas de travaux tout à fait passionnants, quoi. Et oui, oui. Voilà, j'ai fait ça pendant 6 ans. Et puis, enfin, 5 ans plus un an, on a gardé un plus jeune. Et puis après, ben, ma femme et mes enfants m'ont dit, ben, c'est bien joli la solidarité, tout ça, mais ça commence à nous fatiguer sérieusement, parce qu'on n'avait pas de vie, hein. Je veux dire, on n'a pas pris de vacances. Enfin voilà, c'est un boulot jour et nuit.
C'est assez efficace hein, pour des gens qui sont paumés, ça marche bien, quoi. Donc voilà, quand j'ai entendu ce qu'il me disait, et j'ai dit, bon, bah, moi j'ai découvert un métier, éduc, ça m'a l'air bien comme boulot. Et j'avais un copain qui était directeur à Marciac. À l'époque, on ne connaissait pas, il n'y avait pas encore le festival de jazz Et oui, oui. à Marciac. Maintenant, c'est célèbre. Mais donc, il dirigeait une institution où il y avait des personnes handicapées, très, très handicapées, très grabataires, etc. Et il me dit, je cherche un éducateur, viens donc passer une journée, tu verras ce qu'on fait, quoi. J'étais passé une journée, il faisait du super bon boulot, il y avait de la musique, ça discutait, enfin bon, super ambiance. Et le gars, le soir, il me dit, alors ça t'a plu? Je lui dis, bah ouais. Il me dit, bah écoute, demain, tu vas au secrétariat, t'amènes tes papiers, tes diplômes et tout. Alors là, j'ai eu un moment d'arrêt, j'ai dit, attends, il faut un diplôme pour faire ce boulot, là. Il me dit, ah ouais, si t'as pas de diplôme, je peux pas t'embaucher. Et c'est là que j'ai dit, bah je vais faire la formation d'éduc. D'accord. Alors j'étais à Toulouse, dans le cadre d'un truc qui n'existe plus, il y avait des fonds de reconversion des paysans, puisque j'étais déclaré comme paysan à l'époque. D'accord. Des fonds de reconversion pour se reconvertir dans d'autres métiers, quoi. Alors, je suis arrivé à Toulouse avec ma femme et mes enfants, et le mec du ministère de l'Agriculture m'a dit, ah, mon pauvre monsieur, il n'y a plus de sous, on est emmerdé, quoi. J'ai dit, comment ça? Je suis venu, j'ai tout laissé, vous me dites, vous avez pris un engagement, vous avez signé un contrat, et vous ne voulez pas me payer. Alors, tu sais ce que j'ai fait? Ah, vous avez fait quoi? Eh ben, j'ai écrit à Rocard, qui était ministre de l'Agriculture. Oui. Je lui ai dit, voilà la situation. Vous vous êtes engagé à me payer pendant le temps des études. Alors démerdez-vous comme vous voulez, mais il va falloir payer. Eh ben, il a payé. Ça a marché. Comme C'est quoi, bien. ça vaut... Non, non, mais je veux dire, on est en République, il faut jamais oublier ça. Je veux dire, Et oui, nos représentants, l'État, c'est pas des gens abstraits, quoi. oui. Hein. Oui. Et moi, j'avais le contrat signé par le ministre de l'Agriculture, quand même. Et oui. Qu'ils aient du pognon ou non, ce n'est pas mon problème. Donc, ils ont trouvé des fonds. Donc, pendant 3 ans, j'ai été à l'école éducateur de Toulouse, À grande laquelle? école, à Saint-Simon. Ah, ok, d'accord. Ok. Tu les connais, Toulouse? Là, je suis à Lifras, moi, mais je Ah, vois où c'est d'accord, ben voilà. l'école Saint-Simon. Bon, on a peut-être bossé ensemble parce qu'on faisait des trucs. Non, tu étais plus jeune, toi. Mais on faisait des trucs avec les autres écoles, tout ça. Les CMA, on bossait beaucoup avec les CMA. Et puis, c'est l'époque où il y avait Capul, il y avait Tosquelles qui venait faire des cours. Enfin, voilà, des grandes figures, quoi. Hein. Oui. Je me suis régalé pendant 3 ans. Ben, j'ai réfléchi, puis j'ai écrit sur tout ce que j'avais fait avant, avec les mômes, tout ça. Ça m'a beaucoup servi, quoi. Voilà. Alors après, bah, j'ai fait l'éduc, quoi. D'abord avec des adultes psychotiques dans un lieu qui s'appelait, je sais pas si ça existe encore, qui s'appelait Route Nouvelle. C'est intéressant, ils recevaient des malades mentaux qui avaient passé longtemps en HP. Parce qu'à D'accord. l'époque, il y a des gens, ils passaient 10 ans, 15 ans. Maintenant, au bout de 8 jours, on les fout dehors. Hein. Bon, il y a plus de moyens en psychiatrie. Hein. Mais à l'époque, alors ils revenaient dans la société, j'étais complètement perdu, ces gens-là. Donc notre boulot, nous, c'était de les aider à retrouver pied dans, dans l'espace social, à retrouver des liens avec les gens, les commerces, voilà, s'occuper des papiers de sécu, jouer à la pétanque, boire le pastis, enfin voilà, la vie des gens, quoi. Et oui. Et voilà, bon. Et ensuite, j'ai été embauché au centre psychothérapie que tu dois connaître. Lequel? À Saint-Simon, le centre psychothérapie, ça Ah s'appelle, oui, je je sais suis pas passé comment, devant l'autre fois. Oui. ça Oui. s'appelle Les Ormes, enfin ça a changé de nom, quoi. Et ouais, en tout cas, on recevait des enfants psychotiques et autistes. Voilà, donc j'ai beaucoup appris sur la psychose parce que, bon, on apprend, quand on fait les études, évidemment, on apprend quelques trucs théoriques, mais ça sert pas à grand-chose, quoi. C'est avec les gens qu'on apprend le boulot, hein. C'est eux qui nous enseignent, ça, c'est... Et puis voilà, bon, pendant quelques années. Ensuite, j'ai monté avec des collègues un centre d'accueil pour toxicomanes, qui D'accord. existe toujours à Toulouse, Ah, qui intéressant. s'appelle AAT, Association Accueil Toxicomanie. Ah oui, j'ai vu sur Internet. Et voilà, quelques temps comme ça. Et j'ai terminé ma carrière d'éduc dans un lieu d'accueil dont j'ai été président pendant quelques années, qui s'appelle Transition. C'est devenu une MEX par la suite, ça a été racheté par la PAJH. Mais à l'époque, on était lieu d'accueil. Et l'idée, c'était d'installer un lieu d'accueil, non pas à la campagne comme la plupart, mais en pleine ville, quoi.
On était du côté après les Isères, là, Oui, je vois où c'est. assez loin, bon, en pleine ville en tout cas. Voilà. Et puis, ben, entre-temps, il y a les formateurs que j'avais connus à Saint-Simon, j'étais resté copain avec eux. Et puis, il y en a qui sont venus me chercher, notamment des gens de CMA que je connaissais et qui m'ont demandé d'intervenir en formation. Parce qu'à l'époque, c'était beaucoup comme ça. On allait chercher des vieux de la vieille qui s'étaient coltinés un peu le boulot et puis on leur demandait d'apprendre plus jeune, quoi. C'était pas Oui, con, hein. eh Bon, oui. puis entre-temps, j'avais fait quand même des études, anthropologie, tout ça, voilà, des Ah, trucs qui c'est bien. m'intéressaient. Et donc, ils m'en ont demandé. Je suis d'abord intervenu sur des ateliers d'écriture qui m'intéressaient beaucoup. Puis ils m'en ont demandé un peu plus, un peu plus, un peu plus. Ce qui fait qu'à un moment, je me suis retrouvé à mi-temps formateur et mi-temps éduc d'internat à Ah oui, l'AMEX, enfin au lieu d'accueil à l'époque. oui, oui. Ça, c'est deux mi-temps totalement incompressibles. Pourquoi? Parce que quand tu es éduc, eh ben, tu comptes pas trop de tes heures. Et quand tu rentres à la maison, tu continues à bosser parce que les mômes ou les familles que tu accompagnes t'en ont foutu plein la tronche. T'en parles à tes conjoints, conjointes, t'en rêves la nuit, t'es même pas payé pour ça. Enfin bon, c'est. Ouais, Et puis c'est compliqué. formateur, on compte les heures en présence des personnes, mais on ne tient pas compte tout le boulot, de tout le boulot de préparation, de lire des bouquins, d'aller dans des colloques, etc., quoi. Donc tu mets bout à bout deux mi-temps comme ça, et ben j'étais aux 35 heures, mais par jour. Voilà. Voilà le problème. Donc il a fallu choisir, puis j'avais deux autres mômes qui étaient arrivés, qui étaient petits. Donc il fallait aussi que je sois à la maison, quoi. Donc voilà, j'ai décidé de faire le formateur. D'accord. J'ai bossé pour les CMA. Les CMA, je pense que tout le monde connaît, c'est un, c'est un grand organisme d'éducation populaire qui doit avoir plus de 75 ans, enfin quelque chose comme ça. Bon, une grande tradition de CMA, surtout connue pour leur travail auprès des moniteurs de colo, des directeurs de colo, etc. Et puis il y a quatre écoles d'éducateurs, dont Erasme, qui n'est plus tout à fait rattaché au CMA, mais qui l'était à l'époque. Ça s'appelait pas Erasme. Voilà, donc il y a une école à Aubervilliers, à Arras et à Montpellier. Maintenant, ils étaient à Carmont. Voilà. Donc on a formé des flopées de moniteurs éducateurs, d'éducateurs, des EduxP. Non, il n'y avait pas d'EduxP, je crois, à l'époque. Enfin voilà, bon, des directeurs d'institutions, voilà, tous les gens du social, quoi. Puis ensuite, je suis parti à Montpellier, l'IRTS de Montpellier. J'y ai bossé quelques années. Pareil, là, bon, c'était un gros truc, c'est toujours un gros truc. Puis moi, j'ai quitté les RTS parce que je trouvais que les usines à gaz pour enseigner, c'était pas terrible, quoi. On faisait beaucoup d'amphi. On appelait ça la transversalité, mais c'est couillonnade parce on entassait dans l'amphi les ES, les AS, les EJE, etc. Bon, et puis il fallait faire un cours à 300 personnes. Alors je peux faire, hein. On me disait, Joseph, tu as 3 heures sur l'adolescence, allez hop. Bon, ça va, je faisais ça, mais ce que j'ai trouvé dommage, c'est que c'était pas vraiment croisé avec l'expérience, quoi. C'est-à-dire que le temps pour croiser les aspects théoriques et puis les aspects pratiques qu'on rencontre en stage, eh bien, ça diminuait comme peau de chagrin, quoi. Voilà. Donc j'ai dit, je vais pas m'engueuler avec les collègues. J'ai dit, c'est pas ça que je veux faire. Et je suis parti, j'ai démissionné. Ils m'ont dit, t'es complètement fou, t'as un bon salaire, tu vas pas trouver de boulot. J'ai dit, non, je m'en fous, je vais monter un centre de formation à ma façon. Et oui, c'est bien. Et entre-temps, ça c'était longtemps avant, déjà à Toulouse, j'avais entrepris un travail personnel en psychanalyse. Et D'accord. donc, quand j'ai créé ce centre de formation qui existe à Montpellier, j'ai dit on va se référer à la psychanalyse au sens large parce que c'est une lecture qui me paraît éclairante pour le travail social. C'est pas la seule, hein, mais c'est une lecture, je pense, qui est assez intéressante. Donc voilà, j'ai créé cet Institut européen psychanalyse et travail social en 2000. En 2000, et on a beaucoup travaillé jusqu'il y a 4 5 ans. On a formé, je sais pas, 6 ou 7 000 personnes, un truc comme ça. Il y avait à l'époque, au catalogue, on avait 50 formations tous les ans et une trentaine de formateurs qui bossaient avec nous. Voilà. Et puis il y a eu des nouveaux textes en 2014, ça a foutu un bordel pas possible.
On a été obligé de diminuer un peu la manœuvre, et puis là, il y en a de moins en moins. Que des emmerdements, bah, comme sur le terrain, avec. Faut mettre tout ça dans des référentiels, je sais pas quoi, moi ça m'emmerde, c'est des conneries, tout ça, voilà. Bon, voilà, bon, je raconte ça pas pour raconter ma vie, mais pour dire un petit peu, voilà, par quel biais je suis passé. Et puis aujourd'hui, bah, je continue à être formateur, j'interviens dans les institutions. Et puis, bah, il y a tout le boulot quand même il y a quelques formations qui restent sur Montpellier, notamment la formation de superviseur d'équipe. Ça, c'est vachement important. On a formé à peu près 400 personnes quand même, hein, depuis 7 ou 8 ans. D'accord. Superviseur d'équipe, il y a de plus en plus de besoins. Je veux dire, les collègues sur le terrain, ils dégustent, hein, ça va mal quand même, hein. C'est pas tellement lié d'ailleurs à la population qu'on reçoit. Moi, je pense pas. Les gens, c'est les gens, mais c'est lié à la pression. On emmerde tout le monde avec des histoires d'évaluation, faire des grilles, des trucs. Enfin bon, c'est quelque chose qui va pas avec le boulot, quoi. Voilà. Et puis, ben, par ailleurs, ça fait un peu plus de 20 ans, je suis installé comme psychanalyste. Alors, c'est un autre métier, mais c'est pas sans lien quand même avec ce travail-là. Pourquoi ce choix? Ah bah ça, j'ai un choix personnel. Moi, j'ai fait une analyse assez longue pendant quelques années, et puis à un moment, ce choix s'est fait dans ce cadre-là, de devenir analyste, tout en continuant à être formateur. Moi, ça me permet d'ailleurs d'allier les deux. Je pense qu'il y a des... Alors, la psychanalyse, c'est quelque chose sur un plan beaucoup plus personnel, sur un plan plus psychique, alors D'accord. que les travailleurs sociaux, ils travaillent sur le plan plus social, mais il y a des liens entre les deux. Il y a des liens qu'il faut faire. Freud, il disait qu'il n'y a pas de psychologie individuelle, de psychologie collective. Il disait c'est les mêmes questions qui se posent, quoi. Voilà mon boulot. Puis alors après, bon, des colloques qu'on a organisés. Il y a quelques années, quand on faisait les colloques, on avait 700 personnes, hein. C'était des grands trucs, hein. Et oui, Bon, maintenant, il n'y a plus de pognon pour ça. ah, le budget. On passe du pognon dans les évaluations, dans les audits, les démarches qualité, toutes ces conneries. Voilà, bon. Voilà, je sais pas si ça t'est clair, hein. Si, si. Et là, Si je tu as des réfléchis questions, à tu des peux. questions. Pardon? Si tu as des questions, vas-y. Mais là, je suis en train de lire votre. Je peux vous tutoyer? Ah, moi, je suis toi les gens, c'est Non, un tic de métier, ça. moi, je préfère poser la question. Je suis en train de lire ta page LinkedIn. Là, je t'ai envoyé un lien et je vais te poser plusieurs questions comme par exemple, le fait d'être psychanalyste, qu'est-ce que ça t'a apporté euh, à toi personnellement et après au niveau professionnellement, toutes ces années d'expérience en tant que psychanalyste? Est-ce que ça t'a apporté quelque chose? Et si oui, quoi? Bah oui, ça m'a apporté quelque chose parce que quand je reçois des fois, je reçois des jeunes ou des moins jeunes, je reçois pas mal de travailleurs sociaux d'ailleurs, qui m'ont repéré, qui ont dit, tiens, ce gars-là, il a été éduque et puis il est psychanalyste, donc il doit peut-être comprendre nos problèmes, voilà. Et Et puis dans l'autre sens, quand même, la psychanalyse, puisque je travaille aussi en institution, hein, je serai demain avec un groupe du côté d'Angoulême, là. d'accord. Euh, je- la psychanalyse, ça apporte, ça c'est vrai dans le champ social ou dans le champ psychique. On soutient les gens pour qu'ils trouvent leurs propres réponses. Ça, c'est vachement important. Et donc, moi, ce que je fais avec les équipes, bah, c'est les aider par rapport aux questions qu'ils soulèvent, de trouver les réponses qui sont les leurs. C'est une démarche. Et puis, de temps en temps, bon, il y a l'éclairage des concepts est intéressant. Moi, j'ai beaucoup travaillé, je l'ai pas dit, mais j'ai écrit un peu plus de 30 bouquins sur le travail éducatif, sur la psychanalyse aussi. Mais j'ai beaucoup travaillé, par exemple, sur la question du transfert. Oui, Tu vois, c'est un concept qu'on sort de la psychanalyse qui est très très précieux pour les travailleurs sociaux. Qu'est-ce qui se passe oui, dans une relation éducative? Alors après, on te dit des conneries dans les centres de formation. Oui, il faut trouver la bonne distance. Alors moi, je dis aux gens, est-ce que vous avez un pied à coulisse ou un mètre de menuisier pour mesurer? Est-ce que c'est 1,20 m, 80 cm? Voilà, bon, oui, c'est des oui. bêtises. Ça veut rien dire. Il y a du côté de la psychanalyse des outils qui permettent justement de travailler la bonne ou pas bonne, j'en sais rien, la juste distance en tout cas. Mais c'est jamais la même selon les personnes qu'on côtoie. Oui. Ça, tous ces trucs-là, ça vient de la psychanalyse. Et ça, je le travaille en supervision. Enfin, des gens disent analyse des pratiques aussi, mais j'aime pas trop ce mot-là, moi. D'accord. Hein. J'étais avec une équipe de foyer de l'enfance. C'était quand? Ben, mardi après-midi, et ben, on a travaillé sur la relation avec, euh, avec une fratrie qui a été accueillie il y a quelque temps, etc. Oui. Hein.
Et ça, bon, les billes pour le travailler, je le tire de mon travail de psychanalyste. Et si tu aurais un ou deux conseils à donner à des personnes qui veulent être psychanalystes, ça serait quoi? Ah, c'est pas compliqué. La formation de psychanalyste, c'est la formation sur le divan, il n'y en a pas d'autre. Il faut D'accord. scoltiner le boulot pour soi-même pendant le temps qu'il faut, Oui, et éventuellement se pose la question de devenir analyste. Pour moi, ça s'est passé comme ça. Alors après, évidemment, on va travailler dans des groupes d'associations sur les textes classiques, Freud, Lacan, Dolto, Mélanie Klein, enfin, voilà, il y a un travail, mais on peut pas faire le contraire. On peut pas apprendre la psychanalyse à la fac. Moi, il y a un département de psychanalyse ici à Montpellier, je l'ai fréquenté il y a une vingtaine d'années, mais c'est pas là qu'on apprend la psychanalyse. On apprend le travail sur les concepts. C'est intéressant aussi, hein. Non, il n'y a pas d'autre façon de scoltiner le métier que d'en passer par ce qu'on appelle le travail de la cure, quoi. Bah, je dis ça aux collègues parce qu'il y a des boîtes qui se montent, qui disent, ah, ça y est, vous allez devenir psychanalyste en 6 mois, on va vous apprendre le truc, ça, les gens vont se casser la gueule, hein. oui, Il oui, faut pas rigoler avec ça parce que c'est de la dynamite, ce que Freud a appelé l'inconscient, on peut pas tricher avec ça, quoi. ouais, je suis d'accord. Ben voilà. Bon, voilà, je sais pas. Moi, En j'ai tout cas, d'autres que... il y a des, Pardon? hein? J'ai d'autres S'il y a questions des qui... collègues qui veulent le faire, bon, il n'y a pas d'autre voie, hein. Mais oui, oui, je suis entièrement d'accord avec toi, hein, depuis... Après, là, je commence ma formation en 2 ans. Je fais ma formation en 2 ans de l'UXP. J'ai commencé mon stage auprès d'enfants et d'adolescents en CMP. Et avant, j'ai Ouais, travaillé en tant qu'auxiliaire de vie, loisirs et scolaire. Et puis, j'ai travaillé en tant qu'assistant et professeur, remplaçant professeur de sport auprès d'enfants, d'adolescents ou d'adultes. J'ai travaillé en tant que bénévole accompagnant d'enfants autistes ou de personnes en situation de handicap. Et c'est vrai que là où je me retrouve, c'est qu'il faut faire des activités dans lesquelles on a du sens et pas le faire parce qu'il faut occuper le temps. Et si en plus on met du mmh, sens, c'est super. Et ce que tu as dit en dernier, et ça j'ai oublié, euh, voilà, le psychisme, c'est une bombe à retardement, on peut pas rigoler avec ça. Il y en a un qui disait la dernière fois, on peut avoir plein de choses, mais si on combat pas, si on fait pas ces combats intérieurs, on n'aura pas avancé. Et c'est vrai que descendre dans les méandres de son âme et voir tous nos défauts, nos qualités, aller au fond de notre inconscient et conscient, c'est précieux parce que ça nous permet de mieux nous connaître et après de mieux être dans la relation avec autrui, quoi. Et c'est vrai qu'on ne peut pas rigoler avec le psychisme qu'on a en soi. Sauf que j'ai l'impression que des fois, l'humain se réfère simplement à ce qu'il voit de visible. La personne a l'air bien, donc tout ça va, tout va bien. Et en fait, non, il peut y avoir des choses derrière, comme tout ce qui est l'analyse transgénérationnelle. Il y a plein de choses qui peuvent marquer le psychisme de la personne, mais c'est vrai que comme c'est pas visible et palpable, on a tendance à l'oublier ou à le mettre sous le tapis, quoi. Alors que c'est intéressant de travailler dessus et que ça peut permettre d'améliorer sa propre vie et après d'améliorer le contact avec les autres, quoi. mmh. Bon, la question, je pense qu'elle se pose d'abord pour un niveau personnel. Voilà. Oui, Et après, ben, chacun en fait ce qu'il peut. Bon, ça peut avoir des répercussions dans son boulot, hein. Tu sais, il y a pas longtemps, c'est un chauffeur de taxi à Paris qui me charge dans son taxi. Puis on se met à discuter comme ça, psychanalyse, tout ça. Il me demandait ce que je faisais dans la vie, hein. oui, Il m'a dit, ah bah, vous savez, moi j'ai fait une psychanalyse pendant 5 ans, hein. Et je trouvais que ce type avait une façon d'être, un accueil des passagers qui ne me connaissaient pas. Je me oui, suis dit, tiens, la psychanalyse, ça peut servir aussi à ça, à être dans le lien social à partir d'un boulot qui est le boulot de taxi. Tu vois? oui, oui, ça peut servir, hein, dans beaucoup Ben ouais, de ouais. situations. Et j'ai vu que tu as obtenu un diplôme en ethnologie à l'EHESS. Qu'est-ce qui t'a, Ouais. pourquoi tu as fait l'ethnologie? Qu'est-ce qui t'a intéressé Après, peut-être c'est des questions bateaux que je te pose, Non, 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 mais c'est intéressant. Enfin, pour moi, ça m'intéresse. J'étais à l'école j'enseignais au CMEA et il me manquait j'avais un diplôme qui n'était pas assez élevé. Et donc, avec le directeur Serge Vallon, qui est mort il n'y a pas longtemps d'ailleurs, c'était un copain qui était très chouette. Il m'a dit, écoute, ça serait bien que tu débrouilles, alors tu fais psycho, machin. J'avais fait 2 ans de psycho, ça m'emmerdait, c'était inintéressant. Bon, la psycho, c'est intéressant quand on fait la psycho clinique, mais
Le reste, s'intéresser aux statistiques, tout ça, on s'en fout. Ouais. Et alors, il se trouve que quand j'étais môme, mes parents, c'est une drôle d'histoire, ça. Je l'ai raconté dans un bouquin. Quand j'étais môme, donc au camp de nomades où je suis né, il y avait un vieux bonhomme qui était pas loin de chez nous, qui était en train de mourir, et mon père l'a accompagné. Parce qu'il y avait beaucoup de solidarité dans ce camp, hein. Et tous les gens se connaissaient, donc il l'a accompagné pour qu'il soit pas tout seul. Et le vieux lui a dit, bah écoute, tu fais beaucoup de choses pour moi. J'ai rien à te donner parce que j'ai pas de matériel, j'ai rien du tout. Je peux rien te donner, j'ai pas de sous, que dalle. Mais j'ai un secret. Alors je vais te le donner. Et en fait, ce secret, c'était un don, le don de guérir le feu, comme il disait. Tu D'accord. sais, ce que bon, il y a Oui, encore des gens qui le font. Alors, il oui, a transmis à mon père le don de guérir le feu, mais aussi tout ce qui vient brûler sur la peau, les zonas, les dartres, etc. Bon. Et d'accord. il lui a expliqué comment ça fonctionnait, comment ça se transmettait, etc. Il lui a fait un beau cadeau, quoi. Oui, C'est tout ce qu'il avait d'ailleurs. Et puis mon père, bah, du coup, l'a transmis à ma mère. Ça se transmet par croisement des sexes. ah, On, d'accord. on le, donc il l'a transmis à ma mère. Ma mère me l'a transmis. Et puis moi, bon, j'avais, je sais pas, moi, peut-être 14-15 ans quand on m'a donné ça. Je dis, ça, c'est des conneries, c'est des superstitions et tout. Et puis un jour, j'étais en montagne, bon, longtemps après. J'étais en montagne, je devais avoir, je sais pas, moi, 30, 35 ans, un truc comme ça. Et on était en train d'escalader le Carlite avec des copains. Puis sur le coup de 5 heures, on dit, tiens, on va se faire un petit thé, commencer à cailler. Et le copain sort le petit camping-gaz, là, Oui, et il fait chauffer de l'eau. Et manque de peau, il fait une fausse manœuvre. Il se balance toute la casserole de flotte sur la cuisse, oui. complètement brûlé et tout. Et je dis, merde, on n'a pas de pharmacie, on n'a rien. Et je me suis rappelé ce que ma mère m'avait transmis. Et je l'ai fait. Et ça a marché. C'est-à-dire que le mec, il n'avait pas de cloque. Et puis voilà. Et je me suis dit, il y a un truc. Et comme je suis assez rationnel, moi, je me suis dit, je vais essayer d'explorer le truc. Et quand j'ai fait le diplôme de la maîtrise d'anthropologie à l'école des hautes études, je me suis dit, ben, je vais faire un travail là-dessus. Donc, j'ai fait une enquête auprès ce qu'on appelle les penseurs de feu, tu vois. J'étais Oui, en oui. voir quelques-uns. Et voilà. Puis j'ai essayé de réfléchir sur comment ça fonctionnait, quoi. On peut la trouver où cette enquête? C'est paru chez l'Harmattan. Ça D'accord. s'appelle, ça s'appelle Ethnologie du feu, guérison populaire et mythologie chrétienne. Ah, ben, Parce que la je vais base la- des formules qu'on utilise vient de la mythologie chrétienne. On invoque Judas, Saint-Sébastien, enfin toute la bande. J'ai même donné des formules, etc. Il y a au moins 200 formules. Mais ça sert à rien. Les gens qui ont le bouquin ne peuvent pas. Il faut qu'il y ait une transmission quand même. Eh oui, 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 je Moi, j'ai comprends. transmis à mes enfants. Il n'y a pas longtemps, d'ailleurs, un de mes fils qui l'a fait, mais ça fonctionne. Et je sais pas, moi, je crois pas à la magie ou des trucs comme ça. Ça fonctionne. J'ai essayé d'expliquer dans le bouquin pourquoi ça fonctionnait. Voilà la raison de la. Justement, j'ai plusieurs questions là-dessus, parce que j'en ai vu aussi des barreurs de feu, je sais pas si on dit par rapport à la On dit, barrière, dans mon coin, on disait les penseurs de feu. les penseurs de feu, PAN, hein, penseurs de feu. oui, oui, ça se transmet en sexe croisé. Par exemple, si quelqu'un n'a que des garçons ou des filles, ça peut pas se croiser. Ah, mais tous les modes de transmission ne sont pas les mêmes. Ah d'accord. Ça peut être différent. Il y a un autre point important, je ne sais pas si on va rentrer là-dedans, il faudra lire le bouquin. Moi. Ah, ah oui, Il y a un autre point important, c'est qu'on n'a pas le droit de faire des sous avec ça, hein. oui, oui, sinon on perd Lorsque ça a été le don. transmis, alors mes parents, quand j'étais jeune, ben, il y en a un qui amenait un poulet, un autre qui amenait, je sais pas quoi, un jambon, enfin des trucs, bon, il n'y a pas de sous. Ah oui, parce Des bonnes que bouteilles, ça c'était intéressant. on peut Bonne perdre bouteille. le don si on commence à. Alors je sais pas, mais je sais pas, ça m'a peut-être pas été dit comme ça, mais bon, il y a un peu des règles du jeu, quoi. D'accord. Ouais, c'est quelque chose je l'ai montré dans mon bouquin, c'est une construction symbolique. Et vous l'avez le bouquin là, qu'on puisse filmer la préface Bon, ou... ouais, je vais vous le montrer hein, si je Ah le ouais, je veux trouve. bien. Ah, super. Alors, ethnologie du feu, guérison populaire et mythologie chrétienne. Mythologie chrétienne, c'est paru chez l'Harmattan. D'accord. Oui, oui, je l'avais déjà vu dans des bibliographies, ça, et c'est vrai que ça avait piqué ma curiosité. J'ai pu rencontrer des rebouteux et des guérisseurs. J'ai rencontré aussi des charlatans, mais j'ai Ah, il y en a rencontré pas là-dedans, hein. des vrais qui C'est paru en 96. peut-être, ah ouais, Mais je d'accord. pense qu'on le trouve encore, hein. Je pense aussi, on doit le trouver. Et l'ethnologie, ben moi je suis allé en licence, j'ai fait une licence aussi d'anthropologie ethnologie. En fait, j'ai fait Où est-ce plusieurs où est-ce que tu cursus. as fait ça?
En fait, là à Toulouse, j'ai fait un bac scientifique. Après, j'ai fait jusqu'au master de psychologie. Après, là, j'ai fait une trentaine de formations à distance. Ça allait du mindfulness, criminologie, psychologie clinique. J'ai fait plusieurs éventails. Et après, toujours à la fac Jean Jaurès, la licence d'anthropologie. Et c'est vrai que l'anthropologie et l'ethnologie, ça m'a toujours attiré. C'est pour ça que quand j'ai vu ethnologie, rien que le Ah ouais, nom, d'accord. Ouais, vous voyez, ouais, ouais. Ah, c'est passionnant comme domaine. C'est pas très connu en fait, hein. mais ça mériterait d'être connu. Il y a tellement de choses enrichissantes Il y a des à gens apprendre. passionnants, tu sais. Puis l'école des hautes études en sciences sociales, c'est pas la fac. C'est les chercheurs qui viennent partager leurs recherches. Moi, je me suis régalé, hein. On a travaillé avec Philippe Descola, par exemple, Ah oui, d'accord. Philippe Descola, qui revenait de chez les Hachoirs, Oui, oui, hein. mais j'ai étudié Euh, l'ethnologie. il y avait Daniel Fabre, qui est mort malheureusement depuis, il est mort jeune. Daniel Fabre, on travaillait avec lui sur les écritures ordinaires. Pendant 2 ans, j'ai bossé sur l'écriture des bergers sur le corps des brebis. Ah Tu oui? sais, peu de gens savent ça, mais on met des marques aux oreilles, on met de la peinture, on écrit des choses. C'est comme des livres quand on sait le lire. Eh oui, Voilà, c'était passionnant, quoi. ah oui, il y a plein de choses. Ben, du coup, j'ai envie d'aller plus loin, mais bon, ça, on n'a Et pas. tu as travaillé sur quoi, toi? Ben moi, en licence, j'ai pas, on revenait pas vraiment sur des sujets qu'on approfondit, mais j'ai pu travailler sur le problème d'OVA en Nouvelle-Calédonie. Ils vont voter bientôt, d'ailleurs, hein. Et oui, oui, Moi, j'ai fait ces études d'ethnologie alors que je bossais, hein. ah Après, oui, j'ai fait un doctorat en psychanalyse. Je n'ai pas soutenu la thèse, d'ailleurs. Parce d'accord. que c'est le moment où on crée Psycasoc que j'ai. De toute Ah façon, oui, ça sert à rien. Une thèse en psychanalyse, bon, oui, c'était surtout pour moi que je l'ai fait. oui. Et c'est le moment où on crée l'Institut de formation, donc j'avais besoin de mon énergie sur autre chose. Mais je l'ai publié, j'en ai fait un bouquin d'ailleurs. Là, je vois DEA d'études philosophiques et psychanalytiques. C'est ça. Donc Pourquoi j'ai la juste philosophie? parce qu'on était rattaché à la philo. Ah, d'accord. Donc on faisait un double. Ce qui me paraissait intéressant plutôt que la psycho, où en plus à Montpellier, il y avait la guerre entre les départements. Ouais. Et rattaché à la philo, je trouve que c'était vachement intéressant. Donc on avait des cours communs, et puis après, bon, après ça se séparait, quoi. Donc on faisait des diplômes communs. Et la philo et la psycha, ça t'a appris quoi? Il y a des choses que tu te souviens qui t'ont Ah, ça va marqué? bien ensemble. Ah oui, ça c'est sûr. Ça va bien ensemble. Freud, ça a suivi les cours de Brentano, enfin bon, et Lacan, n'en parle pas, a été proche de Lévi-Strauss et de quelques autres, hein, bon. Eh oui, Donc il y a toujours eu, dans le fond de la psychanalyse, au niveau des concepts, hein, il y a toujours un frayage avec la philosophie. ouais, c'est important. Là, je vois la phrase prise de position questionne une éthique de l'acte dans les professions sociales et vise le développement d'une clinique du sujet éclairé par la psychanalyse. Qu'est-ce que Mhm. toi tu penses de l'éthique de l'acte dans les professions sociales et de l'évolution que tu as peut-être pu voir entre avant et maintenant dans ton travail, dans ce que tu as pu voir autour de toi? Bah, je pense que ce qui a beaucoup changé, c'est que, enfin, si je me réfère à ce que j'ai pu faire en tant qu'éduc il y a quelques années quand même, c'est qu'on était très proche des gens, que ce soit des enfants, des adolescents ou des adultes. Comme je disais tout à l'heure, on faisait des choses ensemble. Oui, Ah, c'était fondamental. Et pas des trucs à la con pour s'occuper parce qu'on savait pas quoi foutre. On faisait des trucs qui avaient une utilité. Par exemple, à Saint-Simon, centre psychothérapie, qu'on partait au ski, puis il n'y a pas assez de sous dans la caisse. Ça, c'est des réalités, hein. Et ben, qu'est-ce qu'on a fait? Eh ben, on a fait une kermesse, et puis les mômes se sont investis, ils ont fait des objets, et tout, voilà. Bon, il y avait une espèce de cycle comme ça, où il y avait le sens qui était pris. Donc, il y avait une présence, je pense, au plus près euh, et puis on nous emmerdait pas avec des histoires d'évaluation. Enfin si, on faisait des boulots d'évaluation, mais et puis on faisait tout un travail. On avait plein de temps, heureusement, plus de temps que maintenant, pour élaborer ce qu'on fabriquait. Parce que c'est pas au moment où tu es en train de faire un match de foot avec les gamins qu'il faut réfléchir sur le projet et tout. Bon, parce que tu vas te faire mettre un but, que tu vois. Bon, alors c'est oui, pas le moment, voilà. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour être dans l'action, là, puis un autre temps pour réfléchir. C'est une fusée à 2 étages, le boulot des éducs. Hein, on a le nez dans le guidon à un moment, et puis après, il faut du temps pour élaborer ce qu'on a fabriqué, le nez dans le guidon.
Et alors, ce qui a changé, bah, tu vois bien, les éducs, ils veulent plus être sur le terrain. Ils veulent faire les coordinateurs, ils veulent gérer des équipes d'AMP, de moniteurs éducateurs. Enfin, c'est un peu lamentable, quoi. Bon. C'est-à-dire qu'il y a une espèce de débranchement, je trouve catastrophique. Et pourquoi ça? Parce qu'il y a une pression et qu'il faut faire sans arrêt des rapports d'activité, des évaluations qui, à mon avis, n'ont strictement aucun intérêt, faire du chiffre, etc. Il faut voir que ce qui est tout à fait nouveau, et ça, je suis en train de refaire la préface de mon bouquin, Le travail d'éducateur spécialisé. Là. L'éditeur va sortir la 5e édition. Il m'a dit qu'il faut peut-être remettre des trucs à jour. Et ce qui est nouveau quand même, c'est le fait que le fric est en train d'arriver dans le secteur social. Il y a un truc qui s'appelle les Social Impact Bonds, Ah parce qu'on oui, parle même plus français maintenant. Je ne oui, sais pas si enfin, tu sais ce que c'est. C'est des placements de fonds de pension oui, qui investissent des projets éducatifs sous couvert de l'État. d'accord. Tu penses bien que ces gens-là, ils n'en ont rien à foutre des gamins. Ils sont là pour faire du fric. Et ça, c'est pas une vue de l'esprit. Ça a été signé par la Sauvegarde du Nord il y a 3 4 ans. Et D'accord. je peux te dire même que c'est régi par BNP Paribas, qui sont les pionniers en matière. Donc le système capitaliste est tout doucement en train d'envahir le secteur social, le secteur de la formation, sur le terrain, etc. Et ça, c'est quelque chose de très très nouveau. Il va falloir y réfléchir parce que sinon, bah, on sera plus qu'aux ordres des gens qui font du fric, quoi. Ça, c'est vraiment une grosse, grosse question, moi, je trouve. Hein. Est-ce J'ai que pas entendu. je disais, on n'a pas fini avec ça par rapport au Ah non, capitalisme. non, 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 Tu vois, faut lancer la résistance, il faut créer des réseaux, c'est comme la guerre, hein. Sinon on va se faire laminer complètement. Hein. Mais peut-être ouais, que les jeunes qui arrivent là, ils se rendent pas compte, quoi. C'est possible. Ils se rendent je pas sais compte. pas Regarde vers où ce on qu'il y a va. dans les EHPAD. Qu'est-ce qui s'est passé dans les EHPAD? Catastrophique. Tous les EHPAD privés, en tout cas, les EHPAD qui dépendent des CCS, bon, je pense que c'est à peu près sérieux, tu vois. Oui, Moi, j'ai ma belle-mère qui est, elle a 99 ans, bon, on voit que. Mais il y a une sacrée différence. Il y a une sacrée différence. Mais tous ces EHPAD privés, tu sais qu'en Angleterre, presque tous les EHPAD sont privés. ah d'accord, oui. Eh ben, va voir comment les vieux sont considérés. Mais là, ils veulent privatiser ça aussi en France, non? Ils Ouais, et veulent puis ça apparaît privatiser. tout doucement dans le secteur social, c'est ce qui va se passer. C'est ce qui est en train de se passer par des. Ils grignotent tout doucement, quoi. Et les formations, nous, on vient d'être refusés au RNCP, là. Ah ouais? Bah oui, parce qu'on rentre pas dans les clous. Pourtant, on avait fait un effort hein, pour rentrer dans les clous, mais on rentre pas dans les clous. Tu lis les préconisations du RNCPS, c'est 15 pages de conneries, de 9 langues. Bon, on l'a fait quand même. On a même sorti un référentiel. Alors, ils ont dit que c'était pas le bon, voilà. Oh, Alors que ça ne sert à rien. Bon, on a été refusé, je ne vais pas recommencer. eh oui. Et j'ai dit, ben, on continuera en franc-tireur. Bah, peut-être c'est mieux, hein. Ouais, mais je me dis, faut. Un peu partout, il y a des gens qui luttent, qui sont pas d'accord avec ce qui se passe, quoi. Mais il faudrait arriver à fédérer tous ces forces-là, quoi. C'est ça la difficulté, quoi. Alors là, pour fédérer, fédérer en France, c'est difficile. Enfin, après, c'est mon avis, mais Ouais, ouais, c'est un peu faiblard. Regarde le niveau des syndicats. Il y a quoi? 6% de syndiqués en tout. Les mecs, les collègues, quand on vient dû se quitter au ministère, on se fout de leur gueule, hein. Ils représentent rien du tout. Ça, c'est une vraie question, moi, je trouve. Hein. Pour ça que je disais que les questions politiques et les questions cliniques, bah, c'est les mêmes. On ne peut pas défendre les unes sans les autres. oui, tout à fait, hein. Est-ce que tu peux parler de Psychasoc, justement? Psychasoc, donc on a fondé ça en 2000. L'idée, c'était d'avoir un lieu qui était un peu un laboratoire dans lequel les gens, par petits groupes, à la différence des centres de formation, groupe de 15, on a dû monter une fois à 18, mais enfin c'est trop. Tu vois, des groupes de 12, 15. Et la spécificité, c'est qu'on part toujours de la pratique. D'accord. Quelle que soit la thématique qu'on va travailler, les psychoses, animer un groupe de parole, les médiations éducatives, etc. On part toujours de la pratique des gens. Ça, c'est quelque chose d'important. Et ensuite, au fur et à mesure des questions qui viennent par rapport à une situation pratique, là, on peut aller chercher du savoir, on peut aller assez loin au niveau théorique. Mais on ne met pas en avant d'abord de la théorie. Ça n'a aucun intérêt. Mais moi, j'ai été formé comme ça, comme éduc. Hein. Oui. J'avais bossé donc pendant 5 ans, 6 ans en lieu d'accueil. Et puis, quand je suis arrivé en formation, on nous envoyait sur le terrain.
il y avait des gens qui avaient jamais bossé avec les usagers, comme on dit aujourd'hui. Je me rappelle, il y a un gars, il est revenu de stage. C'était les premiers stages, c'était des stages un peu pour prendre contact, quoi. Ouais. Et le gars, il revient, on l'avait envoyé dans un groupe où il y avait des jeunes autistes. Il Oui. revient, il dit oh, ils vont pas bien, ces gamins, hein. Il y en a un qui court après les papillons toute la journée, l'autre qui tripote la flotte, un autre qui se balance. Mais qu'est-ce qu'ils ont, ces mômes-là? Ouais. Le formateur, il dit bah, bonne question. On va essayer de comprendre qu'est-ce qu'ils ont. Et là, on faisait venir, par exemple, un psychologue clinicien. Oui. Et sur ce qui se passait dans le groupe, on disait, ah bah tiens, un ethnologue peut nous apprendre des trucs vachement intéressants. Tu vois, c'est-à-dire qu'on allait chercher des savoirs théoriques, mais pour éclairer les situations pratiques. Alors que Et puis maintenant, en c'est l'effet 80, inverse, quoi. eh ben oui, en 90, on a dit non, c'est pas sérieux, hein, c'est des bricolages, tout ça. On va faire comme à la fac. À la fac, ils font des UV, des unités de valeur, Oui. et ben nous, on va faire des UF. Et on s'est mis à découper en rondelles de saucisson, on a fait du droit, de l'économie, je sais pas quoi, la psychologie des groupes, tout ça, bon. Puis les mecs se sont retrouvés avec une tête gros comme une pastèque, quoi. Ouais. Parce que c'est pas ça le boulot. Moi, je crois que c'est Capul le disait souvent. Il disait on peut pas faire un référentiel théorique du travail éducatif parce que c'est un boulot qui se trouve au carrefour de différentes disciplines et on travaille comme des bricoleurs du dimanche. C'est pas moi quand je dis que le boulot c'est du bricolage, les gens se foutent de ma gueule. Mais moi, je renvoie au texte de Lévi-Strauss sur la pensée sauvage. C'est pas, c'est quelque chose de très rigolo le bricolage. Hein. Oui. On fait pas ça comme ça, hein. Il ne peut pas y avoir de science de l'éducation, si tu vois ce que je veux dire. C'est une connerie d'avoir appelé ça comme ça. Il n'y a pas de science de l'éducation. C'est plutôt du côté de l'art, du savoir-faire, de l'invention, etc. Plus on veut scientifiser l'éducation, et plus ça devient une espèce d'usine à gaz comme l'éducation nationale, et ils deviennent fous, les profs, maintenant. Hein. Et j'ai travaillé. Alors que tout part de la relation, de ce qui se passe dans une relation. C'est pas très compliqué, hein, quand Je on le suis prend par d'accord avec toi. promenade. Puis on a quelques maîtres qui nous ont appris le boulot, quand même, de Ligny, hein, tous ces gens-là. Capul qui avait été éduque dans le 13e à Paris. Michel Lemec, un vieux papy qui a 87 ans. Pareil, il a été éduque à la base. Et oui. Voilà, faut lire les anciens. Mais justement, là, j'ai plein de choses à lire, là, maintenant. J'ai déjà Ah bah, lu des bouquins, mais. Deligny, les œuvres complètes, et je crois que c'est pas complet encore, de Deligny, c'est 3 000 4 000 pages, un truc comme ça, c'est un truc énorme. Hein. Ben ouais, on ferait bien de redécouvrir ça, quoi. Euh, oui, il C'est faut. plus rigolo que de lire des trucs sur les référentiels, hein, ça sert à rien du tout. Hein. Bon, enfin, en même temps, je sais pas comment vont faire les jeunes éduques si ils sont obligés de passer par là. Faudrait tout foutre en l'air, quoi. Et là, je sais pas. Je sais que nos professeurs nous disent qu'il faut absolument lire de tout. Mais c'est vrai que cette génération, sans vouloir généraliser et juste de ce que j'ai pu voir et discuter avec mes collègues, c'est vrai que lire, c'est moins à la mode. Pourquoi? Parce qu'il y a les réseaux sociaux. Donc on est plus Mais ouais, sur les mais écrans, alors c'est que. pas pareil, hein. Et oui, c'est pas pareil, hein. C'est pas pareil de passer 2 heures sur un bouquin et tu vois, de le lire attentivement, d'en tirer quelque chose. Les réseaux sociaux, c'est de la consommation d'images et de trucs qui passent très vite et tout. Enfin bon, on retient pas grand-chose, hein. Ouais, c'est juste. Mais c'est étudié pour, hein. T'inquiète pas, c'est étudié. Faut surtout pas que les gens réfléchissent. Alors là, ça va être la catastrophe. Mais j'ai vu le. Faut pas que les gens se rencontrent. C'est Oui. pour ça qu'on a inventé le télétravail. Il faut pas qu'ils se mettent à réfléchir. Oui, mais j'ai vu sur Netflix, il y a l'émission Nos écrans de fumée. Je sais pas si tu l'as Ouais. vu, et il explique tout le mécanisme qu'il y a derrière les réseaux sociaux pour rendre addict, pour rendre un peu aliéné, tout Tout ça, à quoi. fait. Il y a Ouais, plein de ouais. trucs qui sont mis en place pour qu'on soit dans l'attente de quelque chose qui au final ne nous servira peut-être pas. C'est un système de drogue, hein, c'est des dealers, quoi, ces gens-là, au haut niveau. Hein. J'ai un copain qui s'appelle Danny Robert Dufour, qui est philosophe costaud. C'est lui il travaille ça actuellement, lui. D'accord. D'aliénation à travers les réseaux sociaux. Et il montre comment c'est construit un peu comme les dealers le font. Les dealers, tu sais, ils donnent une dose gratos au début. Oui, Et puis oui, après, pour te donner envie. voilà, ils donnent envie, puis ça continue, quoi. Il y a des mécanismes très très subtils
ont développé, notamment Facebook, quoi. Face de bouc, comme je dis, face de bouc. Oui, c'est ça. Bon, écoute, je sais pas si on a fait le tour, mais Et si, ben merci beaucoup. Et est-ce que c'est possible que plus tard, en début de l'année prochaine, je pense que tu vas avoir beaucoup de choses. Entre-temps, je vais lire des choses et j'aurai peut-être des questions. Est-ce que toi, ça te dérange si je te recontacte pour en discuter? pas du tout. Ah ben voilà, c'est super. Et j'ai une autre chose. Tu parles de manière franche. Est-ce qu'il y a, je sais pas si on peut dire vulgaire ou autre, mais est-ce que cette manière de parler et tout, je peux la laisser dans la vidéo? Ah Puisque oui, c'est pour faire j'espère. parler. Non, Moi, mais je préfère tu poser sais, la question. je vais intervenir demain auprès d'une équipe, je parle comme ça. Je vais faire une conférence samedi à Angoulême dans un groupe de psychanalyse. Moi, c'est ma façon de parler, hein. Oui, oui. Bon. Non, mais Même si je préfère poser la question. je vais travailler sur un texte de Freud qui est très ardu, bon, qui est assez compliqué, mais bon, je parle comme ça, quoi. Ok, ben c'est cool. Ben dès Sinon, que j'ai... personne ne comprend rien, hein. Ah oui, il faut être. De toute façon, je trouve que c'est bien d'être franc et spontané. Une dernière question pour pas te retenir. Sur quel réseau on peut te trouver? Je sais qu'à LinkedIn, est-ce que tu as un site ou tu as des livres en vente sur Amazon? Je sais pas. Bon, sur Amazon, on les trouve, mais sinon, il y a trois sites. Oui, Asie.org, ça c'est un site qui concerne les histoires de supervision. d'accord, Un autre site qui est couplé avec Asie qui s'appelle psychasoc.com. d'accord, Et puis sur la part psychanalyse, ça s'appelle A-psychanalyse. Le A est rattaché à psychanalyse, apsychanalyse.org. d'accord. Et là-dessus, il y a tout un tas de textes, il y a des vidéos, il y a, voilà, bon, ça circule pas mal, quoi. Mais je mettrai tous ces liens dans la description Ouais, ouais, c'est et puis sympa, ouais. bah, avec plaisir. Et Ouais, merci à toi. Et moi, ça m'a plu que tu parles du contexte qui a fait que tu ailles dans telle ou telle les études. Ça permet de mieux comprendre pourquoi et comment, quoi. et voilà. Donc, je te remercie. Passe une bonne soirée et je te préviens dès que c'est bon. D'accord. Merci à toi aussi, puis un de ces quatre, hein. Avec plaisir, bien sûr. Allez, ciao. Ciao. Merci, bonne soirée. Salut. Salut.